Lundi 24 juillet 2017, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Les femmes du RPG Arc-en-Ciel ont organisé un mouvement de soutien aux actions du chef de l'État ce samedi au Palais du Peuple. À cette occasion, la gente féminine de la majorité présidentielle a réaffirmé son adhésion indéfectible aux idéaux du professeur Alpha Condé. Le compte rendu est signé Bah Mahmoud Alpha. Des militantes du parti au pouvoir, accompagnées à celles des formations politiques alliées, ont exprimé à nouveau leur soutien indéfectible au président de la République. Monsieur le président de la République, nous sommes vos Amazones politiques et plus que déterminés à vous soutenir. Nous resterons toujours mobilisés pour la victoire de notre grande parti, le RPG Arc-en-Ciel, à toutes les échéances électorales en Guinée. Cette manifestation de soutien a été d'ailleurs pour le ministre d'État à la présidence chargé des investissements publics et privés une tribune de vulgarisation des acquis et des perspectives de la gestion du professeur Alpha Condé. Parmi ses réalisations, Ibrahima Kassori Fofana n'a pas manqué de citer la construction des hôtels, la délocalisation de la fête de l'indépendance à l'intérieur du pays et la concrétisation du projet minier de Djandjan. Ousmane Condé, l'un des organisateurs de ce meeting, lui tire déjà un bilan positif de la rencontre. Vous venez d'assister à un événement extraordinaire. Aucun blessé, comme on a dit dans nos slogans, nous on ne bat pas, on n'insulte pas, on ne brûle pas les pneus, on parle. Et il y a une autre façon de lancer le message, c'est ce genre de manifestation, parce qu'on n'a bloqué aucune circulation aujourd'hui à Conakry. Le Premier ministre a quant à lui invité ces femmes à œuvrer pour le renforcement du tissu social et de l'unité nationale pour que règne toujours la paix en Guinée. Mamadi Youla a aussi promis de soutenir cette initiative de ces femmes. Au nom du gouvernement, je vous donne cet engagement et vous remercie de cette initiative. Et vous promets que le gouvernement sera à vos côtés pour soutenir vos initiatives. A noter que le président Alpha Condé a fait une brève apparition dans la salle du congrès du Palais du Peuple, mais sans prendre la parole. Au même moment, l'opposition républicaine, elle, a tenu comme prévu son meeting ce week-end au stade de l'unité de Nongo dans la commune de Ratoma. Cellou Dalein Diallo, accompagné des partis alliés, des militants et sympathisants, a dénoncé l'état de la gestion actuelle du pays. Le chef de file de l'opposition a aussi parlé du retard qu'accuse la tenue des élections locales en Guinée. Il a exigé également le respect du contenu de l'accord politique du 12 octobre 2016. Le compte rendu est signé Aïssata Fofana. Après donc Kaloumé Matoto, Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, entouré de ses alliés, a harangué la foule au stade de Nongor avec son morceau favori. Après cet échauffement, des leaders et représentants des partis alliés prennent la parole à tour de rôle et dans les discours, ils ne mâchent pas les mots. À bas le sommeil, mes chers jeunes camarades, militants et militantes de l'opposition républicaine, comme vous le savez, nous sommes gérés par les satans. Ils sont en train de détruire et de piller le pays. Vous voulez le système? Non. Vous êtes contre le système? Oui. Système ethnique, système communocratique, non. Système des magouilleurs, système des incapables, système des incompétents. Il n'y a pas beaucoup à dire. Ils disent que l'opposition républicaine est morte, mais ils ne peuvent mobiliser autant de monde comme ça. Quant à Cellou Dalein Diallo, il met en garde le parti au pouvoir contre des velléités d'un troisième mandat. On n'attendra pas d'aller à un référendum pour voter ou contre. Nous allons montrer que nous votons contre en prenant immédiatement la rue sur l'ensemble du territoire national.
L'itinéraire de la marche du 2 août prochain est lui annoncé par Dr Ibrahima Sori Diallo du parti BOK. Comment cette fois-ci nous allons marcher? C'est sur l'autoroute ou bien sur la route de Prince? J'ai pas entendu. Ces 3 meetings tenus successivement à Kaloma, Matoto et Ratoma n'ont enregistré aucun incident majeur. Sera-t-il le cas pour la marche du 2 août prochain? En attendant sa tenue, l'inquiétude reste de mise chez des citoyens. Pendant ce temps, le collectif des victimes des pillages de 2013 réitère son mot d'ordre de marche prévu le 3 août prochain. Si toutefois ils ne sont pas rétablis dans leurs droits, ils se sont exprimés ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Conakry. On écoute Émile Toba, porte-parole de ces victimes. C'est le lieu de préciser que le collectif des victimes des pillages de 2013 maintient sa marche prévue le 3 août prochain s'il n'entre pas dans ses droits. Et nous demandons le soutien et la participation active de tous les commerçants. Face donc, selon ce collectif, aux menaces contre le Goa et son président, le collectif réaffirme son soutien indéfectible à l'organisation, c'est-à-dire le groupe organisé des hommes d'affaires. Les propos de Émile Toba sont recueillis par les Mariam Bailo. Nous affirmons solennellement que nous victimes, nous nous reconnaissons tous à travers la liste établie par le Goa, sans discrimination, sans considération d'ethnie et de bord politique. Face aux menaces à peine voilées contre le Goa et son président, nous affirmons que nous sommes et restons membres de cette organisation et nous la soutenons fermement. Pourquoi? Parce que le Goa est la seule organisation qui nous a soutenus sans relâche et qui continue à nous soutenir. Émile Toba, porte-parole du collectif des victimes des manifestations de 2013. La promulgation du nouveau code électoral tarde toujours et ce malgré le délai imparti par la loi qui est de 10 jours. Le juriste et activiste de la société civile Mamadi Tourakaba a apporté ce lundi des éclairages sur cette affaire. C'était dans l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chéri FM et Africa Today. Suivez le décryptage de Soare Bouakar. Jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, le nouveau code électoral devait normalement être mis en application par un décret présidentiel. Cela se devait après la mise en forme par l'Assemblée nationale qui consiste à extraire certains passages contraires à la Constitution guinéenne. En principe, la mise en forme là doit se faire dans le délai de promulgation. C'est-à-dire la Cour a déjà déclaré que la loi est conforme à la Constitution à l'exception de certaines dispositions qui sont détachables. Donc, dans le délai de promulgation, là, si on est respectueux de nos textes, c'est-à-dire qu'on est soucieux du respect de la Constitution, cette mise en forme doit se faire dans le délai de promulgation et que la loi soit promulguée dans le même délai. Parce que ce n'est pas une seconde lecture qu'on demande, c'est la seconde lecture qui suspend le délai de promulgation de la loi. Ce délai de promulgation selon la loi est de 10 jours. Mais qu'est-ce qui est prévu en cas du non-respect de ce délai? Quand vous voyez la Constitution, l'article 81 précise bien qu'au cas où une loi n'est pas promulguée dans le délai qui est fixé, donc le délai de 10 jours, la loi entre en vigueur automatiquement. Et dans ce contexte-là, la Cour constitutionnelle ordonnera que la loi soit non seulement enregistrée au journal officiel de la République, mais qu'elle soit aussi publiée. Mamadi Tourakaba précise que dans cette procédure, il n'a été nullement question d'une seconde rélecture et que dans de pareils cas, le président de la République n'a aucune possibilité de garder cette loi par devers lui, donc il se voit obligé de le promulguer. Mais à quand cette promulgation, les Guinéens devront encore attendre. Autre chose, dans cette édition d'information, le Rotaract Club de Conakry a effectué ce week-end sa rentrée solennelle pour la session 2017. L'activité constitue une des matérialisations du plan d'action du dit club sous le mandat d'Oumou Bari. L'événement a mobilisé les membres du club ainsi que les partenaires. Ça, Alou Yombono nous en dit plus. Élu à la tête du Rotaract Club de Conakry depuis quelques temps, Oumou Bari se met à la tâche avec toute son équipe pour mettre en œuvre la feuille de route qui lui a été confiée.
Cette rentrée solennelle constitue la toute première activité dans le cadre de l'exécution de ce plan d'action. Cette année, nous lançons nos activités le 22 juillet, aujourd'hui, par une rentrée solennelle suivie d'un cocktail. C'est une très grande réunion où nous invitons tous nos partenaires, nos amis et nos parents rotariens pour voir ce qu'on a prévu pendant l'année rotarienne. Pendant le mandat de Moubari, le Rotary Club de Conakry consacrera une bonne partie de ses efforts à l'action humanitaire. Nous allons commencer par l'action don de fournitures scolaires à l'école des malentendants de Boulbiné. Nous allons avoir notre action VIH au centre Dream. Ce sera une grande réunion avec les personnes vivant avec le VIH pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH, on ne peut pas te discriminer pour autant. Nous allons avoir notre plus grande activité en gala de charité. Ce sera pour récolter des fonds pour pouvoir rénover l'école Matam Nido qui est dans un état vraiment pas possible. Nous avons une autre activité qui est récurrente, le don de sang. Nous faisons le don de sang chaque année et cette année nous allons continuer à le faire pendant le mois de juin. Le Rotary Club de Conakry compte également s'investir dans la formation de ses membres, des initiatives qui intéressent la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République qui s'engage à accompagner le club tout au long de ce mandat. Mais si nous sommes tout le temps avec vous, c'est bien parce que nous trouvons pertinent les objectifs que vous fixez. Nous nous sommes rendus compte que plus souvent, nous voyons les choses de la même façon. Alors vous pouvez compter sur nous. Vous nous accompagnez pendant ce mandat, probablement pour le mandat à venir. Pour ce mandat 2017, le Rotary Club de Conakry se fixe un seul objectif, celui d'accueillir et de fidéliser plus, se former plus et s'amuser plus dans le but d'agir davantage pour servir les communautés. De la drogue enfouie dans la nourriture destinée à être consommée ou commercialisée à la maison centrale, la pratique délictuelle ne pourrait être plus qu'un lointain souvenir. En tout cas, à en croire le directeur régional de la sûreté urbaine de la ville de Conakry, grâce au nouveau dispositif sécuritaire récemment mis en place par le régisseur, cet environnement carcéral sera totalement assaini. Diaou Bachir. Ce point de presse récemment organisé par la police guinéenne a été surtout une occasion pour le directeur régional de la sûreté urbaine de Conakry d'attirer l'attention de l'opinion sur la montée du banditisme dans le pays et particulièrement la zone spéciale de Conakry. Selon Boubacar Kassé, grâce au dispositif sécuritaire renforcé, les techniques qu'utilisent les détenus et leurs complices au sein même de la maison centrale pour introduire de la drogue sont en train d'être décelées. Vous voyez, au beau milieu, ils mettent une couche des assiettes et au fond, ils mettaient du cannabis. Et quand tu vois, tu regardes, c'est la sauce que tu vois, alors qu'au fond, c'est du cannabis. Ils ont plusieurs formes d'introduction de chanvre indien ou autre chose à la maison centrale. Autre point abordé par le commissaire Kassé au cours de cette rencontre, c'est bien le cas des viols. À ce niveau d'ailleurs, le tableau guinéen est peu reluisant. Plus de 200 cas de viols ont été enregistrés au cours de ces 3 dernières années. Pour l'année 2017, nous avons enregistré 99 cas de viol. 93 individus donc présumés être auteurs de ces cas de viol ont été arrêtés et déférés. Les victimes, moins de 18 ans, nous avons 66 jeunes filles, plus de 18 ans, c'est 13 filles. Les auteurs, moins de 18 ans, 37 jeunes, plus de 18 ans, 69 garçons. La collaboration des citoyens, où qu'ils soient, s'annonce comme une nécessité incontournable pour réduire ou lutter efficacement contre le banditisme, a indiqué Boubacar Kassé. Un mot de sport avant de refermer la page nation de cette édition. Le Sili local a étrié son homologue de la Guinée-Bissau ce samedi sur le score de 7-0 au stade du 28 septembre de Conakry. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN en abrégé, Kenya 2018, une compétition exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans les championnats africains. Moussa Sefa Kamara.
La Guinée s'est amusée ce samedi face au Virtus de la Guinée-Bissau en étriant cette formation sur le score sans appel de 7-0 au camp du premier tour du CHAN Kenya 2018, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. Le Sili, plus fort que l'adversaire, ne s'est pas posé de questions pour venir à bout dans ce match. Mohamed Kanfouri Lapé Bangoura, satisfait de la victoire, l'entraîneur apprécie d'ailleurs le comportement de ses joueurs. Je pense que sur le plan tactique, il y a eu une très bonne application, non seulement sur le plan offensif, mais surtout sur le plan défensif. On a passé plusieurs fois par les côtés, on a recherché des occasions, on a été bloqué jusqu'à 30 minutes. Et après, je crois, on s'est ressaisi, on a mis 2 en première mi-temps. La deuxième mi-temps, la machine a complètement fonctionné, elle a été huilée. Et je crois qu'on a présenté un football de très haut niveau qui, désormais, je crois, fait rappeler le Sili des temps passés. Je pense. L'adversaire a tenu, il a voulu défendre, il s'est battu, mais je crois qu'on a été au-dessus, non seulement sur le plan mental, mais aussi sur le plan tactique. Sans les moindres détails, l'équipe vaincue reconnaît par la voix de son entraîneur que le Sili local était plus fort que les siens. Acho que a capacidade da equipa contrária, de tel qu'il y a des joueurs qui sont là-bas, qui n'ont pas le niveau. En Guinée-Bissau, il y a des joueurs aussi qui sont en Guinée, ils ont des niveaux, ils sont en train de compéter. Leur compétition par rapport à Guinée-Bissau, ce n'est pas la même. Donc ce n'est pas facile de venir conquérir un pays qui a un niveau de compétition pour débloquer ça. Ils ont allé jouer 3-1 à la maison, ils sont venus ici. Le changement qu'il a fait, il a vu la capacité de ces joueurs par rapport à les autres Guinéens. C'est pour cela qu'il a modé le système encore. La Guinée-Bissau continuera travailler sempre pour améliorer. Comme lors des éliminatoires du CHAN 2015, la Guinée et le Sénégal se disputeront les tickets qualificatifs pour la prochaine édition prévue au Kenya en 2018. Le match aller se jouera au Sénégal le 11 août prochain et le retour à Conakry le 18 août. Cette autre rencontre s'annonce décisive entre les deux pays voisins. L'actualité sur le continent, le Burkina Faso se dote d'une police de l'eau. Elle aura pour mission de contrôler et protéger la qualité de l'eau, une préoccupation quotidienne dans ce pays où le nord se rapproche du désert sahélien. Regardez. Le Burkina Faso dispose d'un nouveau programme national en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Ce référentiel disponible depuis 2016 met un accent particulier sur un certain nombre de dispositions prises en vue d'une gestion rationnelle des ressources en eau du pays. Ces dispositions qui ont suscité la création de structures de mise en œuvre ont aussi permis progressivement d'opérationnaliser la police de l'eau. D'abord, le bien fondé de la police de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des cours d'eau, on les dit ensablés. La plupart des lacs artificiels, on les dit ensablés. Ça, c'est dû essentiellement à l'effet anthropique de l'homme. L'agriculture, la pêche, etc. C'est pour cela que le ministère, dans ses réflexions, pour un peu discipliner les usages autour des plans d'eau et assurer leur durabilité, a effectivement mis en place la police de l'eau. En service dans 3 régions, à savoir les Hauts-Bassins en 2014, le Nord en 2016 et le Centre-Nord en 2017, le processus d'installation de cette police, pas assez spécifique, s'étendra sur l'ensemble des 13 régions du pays. Mettant à contribution la gendarmerie, la police, les eaux et forêts et les services de santé, ces attributs sont la sensibilisation, la prévention, mais aussi la répression face à tout manquement à la réglementation. En fait, elle est en cours de mise en place. Aujourd'hui, nous avons mis la police de l'eau au niveau de 3 régions. Bon, vous savez, il y a tout un dispositif juridique à mettre en place. C'est vraiment en cours. Et dans les semaines qui suivent, il y a encore 2 autres régions au niveau desquelles on va instaurer la police de l'eau. En mai 2017, 50 premiers agents désignés pour la mise en œuvre des services de la police de l'eau avaient prêté serment. Pour un pays aux ressources limitées tel le Burkina Faso, la création de la police de l'eau en 2008 s'est avérée indispensable pour les autorités. Elles entendent ainsi anticiper sur le rejaillissement de la demande croissante en eau, la dégradation de sa qualité due aux activités anthropiques et aux aléas climatiques.
Les élections générales se tiennent le 23 août en Angola, scrutin historique car il doit marquer la fin de la présidence de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Et la campagne, quant à elle, vient de débuter. Le coup d'envoi a été donné ce samedi par l'UNITA, principale formation de l'opposition. Suivez. C'est par un grand meeting de l'UNITA, le principal parti d'opposition, qu'a été lancée la campagne pour les élections générales du 23 août en Angola. Des milliers de militants, vêtus aux couleurs rouges, vertes et blanches du parti, se sont réunis à Kakuako dans la banlieue de la capitale Luanda. Vous qui souffrez dans la pauvreté, sans électricité, sans emploi, sans rien à manger, le changement, c'est maintenant, avec l'UNITA au pouvoir. De son côté, le MPLA, parti au pouvoir et grand favori, a lancé sa campagne ce 23 juillet 2017. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. José Eduardo dos Santos, qui dirige l'Angola depuis 1979, a annoncé en début d'année qu'il ne se représenterait pas. Il laisse la place au vice-président du MPLA, João Lourenço. Dans un moment crucial et décisif pour le MPLA, et notre candidat, M. João Lourenço, nous appelons tous les Angolais, tous les militants, sympathisants, amis, à se mobiliser massivement de tous les horizons possibles, inimaginables, pour convaincre les indécis à voter João Manuel Gonçalves Lourenço. 6 partis politiques sont en lice pour le scrutin du 23 août prochain. Les 9 millions d'Angolais seront appelés aux urnes afin d'élire le nouveau Parlement qui sera ensuite chargé de désigner le président de la République. À Kigali, le Youth Connect Africa, ce sommet organisé par le gouvernement rwandais et l'ONU, a rassemblé plus de 3000 personnes, un public principalement jeune. De nombreuses problématiques ont été soulevées, en particulier celle du chômage qui touche aujourd'hui plus d'un jeune africain sur 2. Des éléments de réponse ont été également préconisés, à savoir la promotion des talents et le développement des nouvelles technologies. Suivez. Ils étaient plus de 7000 jeunes du continent à vouloir participer au sommet Youth Connect Africa à Kigali, la capitale rwandaise. Seulement la moitié a pu être retenue pour aller échanger des idées innovatrices et les opportunités disponibles pour la transformation économique de l'Afrique. Des solutions qui s'inspirent aussi des faiblesses africaines. Par exemple, aucun participant africain à ce sommet n'aurait dû passer par les démarches de demande de visa pour venir apprendre de ses collègues africains comment faire des affaires. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique a besoin de créer 10 millions d'emplois à l'horizon 2020 pour contrer le problème de chômage. Pour y arriver, chaque pays doit former au moins 5000 jeunes en technologie des données et enfin investir dans le commerce électronique à défaut d'infrastructures. Je pense que l'avenir du commerce électronique est plus prometteur en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. Aux jeunes entrepreneurs, je dirais n'attendez jamais que tout se mette en place avant de commencer. Surtout, n'attendez pas que le gouvernement mette en place les infrastructures nécessaires, parce qu'une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus de place. La première édition du sommet Youth Connect Africa a vu la création du Centre africain et du Fonds de soutien aux jeunes entrepreneurs. 275 000 $ américains ont été mobilisés sur le champ pour soutenir cette initiative. La communauté chiite à Kaboul, visée par un attentat, une voiture piégée a explosé dans l'ouest de la capitale. Au moins 35 personnes ont été tuées, plus de 43 autres blessés. Cette attaque intervient un an après le premier attentat commis dans la ville par le groupe État islamique. Suivez. Les débris fument encore. Ici en plein Kaboul, l'explosion d'une voiture piégée a fait de nombreux morts et blessés. La cible, la communauté chiite Hazara, touchée par un attentat du groupe État islamique il y a un an. J'étais dans mon magasin quand soudainement j'ai entendu un son terrible et après toutes mes vitrines ont été brisées. L'explosion a eu lieu ce lundi au petit matin dans un quartier à majorité chiite de la capitale. La voiture piégée a foncé contre un bus selon le ministère de l'Intérieur afghan. Les victimes sont pour la plupart des employés gouvernementaux, des civils et des gardes de sécurité de l'un des principaux leaders de la communauté Hazara. Et déjà sur Twitter, les talibans ont revendiqué l'attaque. Très vite, par tous les moyens, les blessés ont été évacués.
Avec l'aide de mes amis et d'autres personnes, nous avons évacué environ 60 blessés d'ici. Je n'en sais pas plus, mais nous avons même vu des éclats d'obus dans le secteur. Les Hazaras devaient commémorer ce lundi la mémoire des victimes du premier attentat de l'organisation sunnite État islamique de l'an dernier. En Afghanistan, cette minorité reste encore aujourd'hui la cible d'attaques et de discrimination. Dernier élément de cette édition, après plusieurs jours de manifestations en Pologne contre la réforme de la justice voulue par le président, ce dernier a tranché. Il a opposé son veto à la loi sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature, des lois qui sont, selon leurs détracteurs, menaçaient l'indépendance de la justice. L'Europe s'était inquiétée de ces lois et avait menacé le pays de sanctions. Suivez. Contre toute attente, le président polonais fait finalement marche arrière. Dans une allocution à la télévision, Andrzej Duda a annoncé qu'il allait opposer son double veto aux lois controversées sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature. Je veux une réforme intelligente. C'est ma décision et ma responsabilité en tant que président. Et je sens au fond de moi que cette réforme ne renforcera pas le sentiment de sécurité et de justice en Pologne. Andrzej Duda a-t-il cédé face à la pression de la rue? Depuis 3 semaines, les Polonais sont vent debout contre le projet de réforme de la justice. Selon eux, ces 3 lois accroissent le contrôle du pouvoir exécutif sur le système judiciaire, en autorisant notamment le Parlement à nommer et à révoquer les juges de la Cour suprême. Ce week-end, ils se sont rassemblés devant le palais présidentiel et le Parlement. Nous ne pouvons pas leur permettre de nous gouverner de cette façon. Et si les autorités continuent sur leur lancée, elles doivent être convaincues que nous n'abandonnerons pas notre combat, que nous exigerons nos droits, notre liberté et notre dignité. La décision du président polonais a été saluée par l'opposition. Mais au sein de son propre parti, le parti conservateur au pouvoir Droit et Justice, elle est perçue comme un acte d'indépendance vis-à-vis du chef de file Jarosław Kaczyński, considéré comme le véritable maître de la politique polonaise. Bruxelles, mais aussi la pression sur Varsovie. Mercredi dernier, la Commission européenne a menacé la Pologne de sanctions si elle ne mettait pas son projet en suspens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien.